Sur cette question de M. Amamadou aux élections présidentielles, je pense que déjà, ils peuvent s'en féliciter en fait de la validation de sa candidature par la Cour constitutionnelle. Parce qu'à un certain temps, les gens avaient pensé que l'article 47, autant pour moi, alinéa 2 de la Constitution, qui faisait de la bonne moralité en fait une exigence constitutionnelle allait permettre en fait allait être une brèche tendue à la Cour constitutionnelle pour invalider cette candidature. Heureusement, la Cour constitutionnelle avait fait une lecture beaucoup plus autonome de cette question-là et avait défini le concept de bonne moralité qui, dans son arrêt, la Cour avait bien, l'arrêt du 9 janvier, la Cour avait bien précisé que la bonne moralité était un concept flou. En fait, ce sont des concepts juridiques qui ne sont pas aussi explicites. C'était comme un concept assimilable à l'ordre public qui n'est jamais défini. Donc la Cour s'est arrogé cette autonomie en fait en tant que juge de l'interprétation de la Constitution pour interpréter ce qu'elle entendait par bonne moralité. Je pense que cela a permis à la Cour constitutionnelle de façon beaucoup plus autonome et de valider la candidature de M. Amamadou. Maintenant, s'agissant de la demande de mise à liberté provisoire qui a été introduite par son conseil au niveau de la Cour d'appel, il faut se dire que déjà la Cour d'appel dans un premier temps, avait refusé d'examiner cette demande parce qu'elle a estimé que la demande, c'était d'abord la demande de mandat, du lever de mandat d'arrêt. Elle a estimé que cette question n'a pas été soulevée au niveau du juge de première instance, donc il n'était pas opportun pour elle d'examiner cette demande au second degré. Ce qui était tout à fait justifié à ce titre. Ce qui pose problème, je dirais, même au niveau du débat juridique, c'est la motivation en fait de la cour d'appel pour le rejet en fait de cette candidature, de cette demande de mise à liberté provisoire. Vous savez, au Niger, on a le régime juridique en fait de la détention provisoire. Et on sait que dans les termes, c'est que c'est la détention qui reste la règle, l'exception autant pour moi, c'est la liberté qui demeure toujours la règle. Et c'est ce qui aujourd'hui caractérise justement l'état de droit dans un pays. Cela veut dire quoi? L'article 131 du Code de procédure pénale nigérien a défini clairement les conditions dans lesquelles une détention pourrait être justifiée. C'était trois conditions fondamentales. La première, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un trouble incessant à l'ordre public. Aujourd'hui, je pense que les gens se sont remis de cette émotion, même si la justice suit son cours, et que tous les autres co-inculpés, j'allais dire, sont déjà à liberté provisoire. Donc, il était, sur ce point-là, légitime pour un avocat, en tout cas, de demander, en fait, de conseiller d'ailleurs, et sinon même d'encourager son client à demander une mise à liberté sur ce point-là. La deuxième condition, c'était qu'il y ait des garanties suffisantes de représentation en justice. La garantie suffisante de représentation en justice suppose en fait, je veux dire, la mise à disposition de la personne à la justice et que la personne puisse répondre à tout moment. Je pense que là-dessus aussi, la Cour d'appel aurait pu faire une interprétation beaucoup plus opportune pour pouvoir s'inscrire dans la même droite, de la ligne tracée par la Cour constitutionnelle et permettre à ce niveau à M. Amamadou de recouvrer sa liberté parce que sa candidature étant déjà validée, on voit mal M. Amamadou qui va encore fuir le pays, non, il va rester sans doute pour battre campagne et de ce fait, il va pouvoir se mettre à la disposition de la justice. En ce sens, on pourrait penser qu'il a aussi des garanties suffisantes de représentation. Et la dernière condition posée par l'article 131 du Code de procédure pénale, c'était les pressions. Peut-être il ne faudrait pas que par ces agissements, l'auteur puisse en fait exercer des pressions sur les témoins. À ce niveau aussi, on sait que l'instruction est clôturée. Donc l'instruction était vraiment la procédure, en fait, le point clé de la procédure, la phase en fait déterminante de la procédure, c'était l'instruction. L'instruction ayant été déjà clôturée, l'affaire étant déjà renvoyée devant un tribunal correctionnel pour y être jugé, le tribunal correctionnel ayant rendu déjà une première décision d'incompétence, aujourd'hui on peut estimer qu'il n'y a même plus en fait besoin, il n'y a plus besoin en fait aujourd'hui de croire à une éventuelle pression sur les témoins. Donc, à ce sens, sinon, les autres ne seraient pas à liberté. La concertation frauduleuses, c'est même pas que la pression, ça peut être, en fait, une certaine
concertation en fait entre les co-inculpés, leur permettant en fait de ne pas en fait monter une même ligne de défense, une même ou avoir les mêmes déclarations. Et c'était ça qui était crainte en fait peut-être de l'accusation qui était le parquet, le procureur. Mais à ce titre aussi, je peux dire que si c'est le cas, en fait, les autres ne seront pas à liberté parce que là, on n'aurait pas en fait évité cela parce que tous les autres, à l'exception de M. Mamadou, sont à liberté. Donc, si concertation frauduleuse il y a, donc ils sont déjà concertés. Il faut le dire, hein, c'est que au niveau de cet arrêt de la Cour constitutionnelle, on peut, oui, il y a une lecture que faite, c'est dire que l'arrêt de la Cour constitutionnelle lie en fait les autres. Bon, on m'a parlé de questions. Moi, je sais que avant-hier, sur les filles, on parlait d'infraction de droit commun. Certes, il y a infraction de droit commun, mais les gens, en fait, ont tendance à faire une lecture de cette situation en oubliant un principe fondamental. Un droit fondamental, c'est celui qui est consacré par notre Constitution, le droit à la présomption d'innocence. Et tout laisse croire qu'ici, on est dans une question de présomption de culpabilité. Aujourd'hui, les avocats de M. Mamadou peuvent, s'ils le souhaitent, saisir la Cour constitutionnelle en tant que juge électoral cette fois-ci pour lui faire en fait connaître de l'inégalité qui existe entre les candidats. Parce que M. Mamadou, aujourd'hui, il faut le dire, en tant que candidat, devait jouir des mêmes droits que les autres. Donc il y a une égalité de traitement qui est assurée, en fait, qui est prévue par le code électoral. Aujourd'hui, le juge électoral sur la Cour constitutionnelle, dans ce cas de figure, la Cour constitutionnelle en matière électorale, pouvait se prononcer encore une fois de plus sur cette question afin de rétablir les candidats de leurs droits. Hein. La Cour constitutionnelle est juge électoral. Donc sur ce point-là, oui, elle est compétente et elle est obligée d'ailleurs, sinon il y a le déni de justice aussi qui est là. Donc la Cour, la connaissance ne va pas en fait glisser sur ce terrain-là, mais en tant que juge électoral, peut donner son avis et il est normalement, en fait, il est d'ailleurs inéluctable que la Cour puisse interpréter cette question de la façon la plus juste, c'est-à-dire qu'en permettant à tous les candidats d'avoir les mêmes temps d'antenne, d'avoir les mêmes conditions pour battre campagne. Et cela veut dire que M. Mamadou ne devait pas rester dans sa cellule pour battre campagne. Hein. Donc maintenant, je pense que c'est à ses avocats qu'il convient, maintenant qu'il appartient de faire en fait d'activer toutes ces procédures là, sachant que toutes les garanties et toutes les conditions qu'exige la loi sont remplies pour qu'il soit à liberté. Mais si la Cour ne l'a pas jugé, c'est que il peut y avoir une telle interprétation parce que on ne peut pas comprendre que ce soit parce que lui, il est parti sur le terrain de la complicité. Donc même ses avocats, dans leur stratégie de défense, ont évoqué la complicité. Donc si lui qui est le présumé complice est en détention, alors que les présumés auteurs sont en liberté et ça pose un véritable problème de droit à ce niveau-là. Et j'estime que M. Mamadou aujourd'hui adopte une autre stratégie de défense parce que quand il dit qu'il se considère un prisonnier politique, et oui, il donne en fait l'occasion à la justice de lui prouver le contraire. Et à ce niveau-là, je pense que j'ai évoqué la dernière fois la théorie des apparences parce qu'en fait, vous savez, quand on rend une décision de justice, même si elle est injuste, il faut qu'elle donne l'apparence en fait d'être indépendante, d'être juste. Parce que sinon, celui à l'encontre de qui elle est rendue cette décision n'a pas le sentiment d'être jugé et il a le sentiment de l'injustice et là ça lui cause un problème d'exécution de la décision de la justice. Donc pour qu'une décision de justice puisse être exécutée et pour que le justiciable puisse se soumettre à cette décision-là, il faut qu'on lui donne l'impression que la justice a été rendue de façon indépendante, équitable et juste. Mais en fait, moi, vous savez, je sais pas, la lecture que je fais moi de cet arrêt, c'est que je pense simplement que l'enquête de moralité est une mesure administrative. Et pour moi, réellement, ce que vous évoquez dans cet arrêt est intéressant parce que aujourd'hui, moi, je me suis posé la question et je fais les débats avec certains collègues. On s'est posé la question de savoir l'opportunité, en fait, pour la Cour d'avoir évoqué toutes ces questions-là dans ses motivations. Parce que vous savez, la décision de la Cour constitutionnelle, quand même, est une décision qui lie les pouvoirs publics et politiques et qui s'impose à tous. Et cette décision jouit d'une certaine crédibilité certaine
qu'elle est lue, parce qu'aujourd'hui, quand même, notre Cour constitutionnelle a la vitrine informatique qui lui permet aussi d'être lue par beaucoup. Et d'ailleurs, je vis cet arrêt a déjà fait l'objet d'un commentaire par un professeur de droit constitutionnel, un professeur des universités de Montpellier. Les conclusions de cette enquête qui sont d'ailleurs pas fondées parce que la Cour n'a pas trouvé des pièces, en fait, d'éléments probants pour pouvoir... C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle les a écartés du jugement. Donc je pense que l'enquête de moralité étant une mesure administrative et une mesure qui est prise par les autorités, soit policières ou de la gendarmerie, ne lie pas la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle se fonde sur le casier judiciaire qui retrace tout le parcours judiciaire du candidat. Donc, à ce sens, la Cour constitutionnelle, moi, je pense que ça pose même un réel problème de droit et qui, peut-être, nous amène à penser déjà, peut-être, éventuellement, à une révision de la Constitution du Niger. Parce que l'enquête de moralité, je ne sais pas, mais une Cour constitutionnelle aujourd'hui est bien, mais si la Cour constitutionnelle était peut-être partielle, elle aurait pu se fonder sur cette enquête de moralité pour balayer d'un revers de la main certaines candidatures. Mais elle a quand même ici pris du recul et s'est fondée sur certaines pièces fondamentales, que par exemple le casier judiciaire. Et d'ailleurs, je me pose une question, je me pose la question de l'opportunité de l'enquête de moralité, si le casier judiciaire existe, parce que le casier judiciaire quand même est un acte juridique qui peut quand même valoir, qui fait foi. Tandis que l'enquête de moralité pose beaucoup de problèmes. Certains qui pensent que la Cour a trouvé, elle a bien fait de le faire parce que ça lui a permis au moins d'expliquer ce pourquoi l'enquête n'est pas fondée. Oui, peut-être. Mais je sais certainement qu'ils l'ont fait de bonne foi. Après, l'arrêt de la Cour constitutionnelle étant un arrêt insusceptible de recours, il faudrait aujourd'hui s'en tenir au terme de l'arrêt. Maintenant, moi, je n'ai pas de jugement politique à porter sur cette affaire parce que je pense que la Cour constitutionnelle, quand même, aujourd'hui, doit s'en féliciter parce qu'elle a permis aussi par sa décision de s'inscrire dans une ligne déjà tracée par la CENI et permettre des élections beaucoup plus inclusives et amener un climat de sérénité dans ce contexte électoral. Donc je pense que c'est surtout ce dont le Nigérien en fait a besoin.